C'est la deuxième partie de cette discussion autour de Guillaume Coutel, ce pèlerin du Moyen-Âge façonné par l'aventurier Willy Minec pour comprendre l'histoire par le geste. Car l'archéologie expérimentale enrichit notre compréhension de l'histoire et les gestes du passé, recréés avec minutie, révèlent des vérités que les livres taisent. Cette plongée aux racines des premiers voyages est absolument passionnante. Si vous n'avez pas entendu la première partie, je vous invite à aller la découvrir dans l'épisode 129 avant de revenir ici. Et dans cette seconde partie, on vous emmène sur les traces de l'individu, la naissance de l'individuation par le voyage, le ressenti de ces premiers voyageurs à une époque où l'on ne s'éloignait que rarement de plus de 15 km autour de chez soi. Vêtements, alimentation, découvertes inattendues et réflexions autour de la raison d'être de nos envies de voyage. Cette deuxième partie n'a rien à envier à la première en richesse et en profondeur. Je suis donc heureuse de vous inviter à poursuivre avec nous ce voyage dans l'espace, mais surtout dans le temps. De devenir soi-même, c'est devenu tout à fait mainstream, mais à l'époque où effectivement on était plutôt une pièce sur un échiquier dont on dépendait entièrement et on avait juste intérêt à bien jouer son rôle, ça devait être autrement plus presque perturbant. Tout à fait. Notamment Mhm. comme tu partais, par exemple, moi, mon personnage, il partait pour sa famille, hein. Mhm. Ça, comme ça se faisait beaucoup, tu laisses ta famille derrière. Heu, on sait qu'il y a des personnes qui ne rentraient jamais. Il y a des pèlerins qui, par exemple, mon personnage, pour t'avouer, je ne limite pas l'histoire de mon personnage à Saint-Guilhem-le-Désert, qui est sa destination, mais très honnêtement, évidemment que Guillaume Coutel ne s'arrêtera pas là et qu'en fait, il va partir jusqu'à Compostelle parce qu'en fait, il y a l'appel du chemin, parce que lui a vécu la révolution individuelle et parce que, encore une fois, tu arrives, par exemple, continuons notre chemin. Il va bientôt arriver à Saint-Guilhem-le-Désert, c'est son dernier jour. C'est sa Mecque, tu vois? C'est son Jérusalem à lui. Il arrive et 1 heure et demie avant d'arriver à Saint-Guilhem-le-Désert, tu passes un cap, un col, le cap du Ginestet et là, pour la première fois de sa vie, il voit la mer. Tu viens de voyager pendant 15 jours, tu as fait 270 kilomètres et tu vois la mer en face de toi et tu te dis: «Montpellier, ça allez, 1 jour et demi, 2 jours de marche. À 2 jours de marche, je peux voir la mer, les voiliers en partance pour la Méditerranée, la route des Indes». Mais comment imaginer que cet homme qui vient de vivre une révolution intérieure, il se dise pas: «Mais je pousse 2 jours de plus et je vais voir la mer». Tu te rends compte? Un port avec déjà que tu arrives dans une autre région, comme je disais, tu découvres des accents, des nourritures différentes et tout. Mais un port, mais c'est le monde, c'est tout. Mhm. Tu t'es dit: «Mais évidemment qu'il va pousser jusqu'à Montpellier et qu'il va aller jusqu'au port et qu'il va en fait, il va aller se dire: "Mais ouais, je vais sentir l'air marin et que va-t-il advenir de lui derrière? Va-t-il embarquer ou comme moi je lui donne son futur, partir pour Compostelle?" Mais Mhm. là, je pense que le choc devait être tel, comme nous on peut le vivre d'ailleurs. Il y a Mhm. des Tu sais qu'il y a certaines destinations qui choquent tellement les gens que, heu, même ça les perturbe et même cliniquement. J'ai discuté avec, une amie médecin qui me disait qu'il y avait un syndrome qui s'appelait, je sais plus le nom exactement, mais grosso modo, c'est le syndrome de l'Inde. C'est certaines personnes qui vont voyager en Inde, ils sont totalement perturbés par la spiritualité qui se passe là-bas et le cadre de vie, que quand ils reviennent, en fait, il y a cliniquement, hein, j'entends, il y a vraiment une bascule qui se fait. Ils sont plus tout à fait les mêmes. Alors on sait qu'il y a des personnes qui spirituellement, tirent vers, soit le bouddhisme ou d'autres spiritualités, tu vois? Mais, il peut y avoir un vrai choc. Il faut le voir un petit peu comme ça. C'est-à-dire que, heu, on est ému par des destinations plus que d'autres, par des peuples plus que d'autres et ça, c'est évident que ça se faisait à l'époque, mais que ça pouvait être décuplé et que ça pouvait être, violent comme découverte. De se Ouais, bah dire ouais, ouais. que mais même est-ce qu'on ne m'a pas menti?
Est-ce qu'on n'a pas ce qu'on me vend du monde? Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que les prêcheurs, quand toi tu vivais dans ton village, tu vivais dans une paroisse, c'est-à-dire, il y avait une église, il y avait une communauté paroissiale et on sait que tous les curés avaient peur des brebis galeuses, c'est-à-dire avaient peur de ce qu'on vantait de l'extérieur et que l'idée c'était de garder ces moutons près de soi, tu vois? Ces brebis. Tu devais t'étais le c'était l'image, tu le connais, hein, cette Du image bon du pasteur. troupeau. Voilà, le Mmh. pasteur, le troupeau et tu devais diriger tes brebis et tu en fait, tu devais évidemment les garder près de toi et qu'une brebis qui part, c'est une brebis qui potentiellement ne va pas revenir parce qu'elle va Mmh. peut-être se transformer en autre chose qu'une brebis et c'est tout à fait ça, c'est de se dire: «Mais on me prêchait quelque chose et finalement, je me rends compte que cela pouvait être différent. C'est violent, c'est que ce sont tes paradigmes qui s'écroulent et en fait, tu Mmh. découvres un monde qui est tout autre. Waouh! Faut que tu me reparles de cette histoire sur l'Inde, quels sont les OK. symptômes? C'est passionnant! Tu peux et c'est tu verras sur internet, hein, j'ai rien inventé. Tu vas en savoir même, beaucoup plus que moi, plus vite que moi. J'en sais assez peu, je sais que j'avais échangé là-dessus, mais et tu Mmh. vas en découvrir d'autres, mais il y a des destinations particulières qui choquent, qui émeuent. C'est passionnant, Donc c'est vrai. en tout cas, tout ça pour te dire que finalement, la simple démarche, parce qu'à la base, on parle de, Willy Minec qui part faire le chemin de Saint-Guilhem, 270 kilomètres, en randonnée finalement, tu vois? On est sur quelque chose d'extrêmement basique. Tous les étés, il y a Mmh. des milliers de personnes qui le font. Mais tu te rends compte qu'avec une approche exploratoire un peu originelle, tu te rends compte que tu vas explorer bien plus que le simple Mmh. paysage et que le seul support de la géographie peut te faire voyager bien au-delà que tu ne l'espérais. Ah ouais, mais carrément. Oui, oui, tu dis, c'était le premier qui vient avec une histoire de voyager avec certaines, envies de reconstitution comme ça et c'est génial. Mais cette histoire de bouffe, du coup, parce que moi, j'en suis toujours avec des blétaulards, mais il y avait autre chose quand Ah oui, même, hein? En fait, parce oui, que il y avait autre chose. c'est Alors, important il la y nourriture avait quand on voyage, donc dis-moi, dis-moi? c'est tellement important, tellement notamment pour le moral, on le sait que ça fait tellement de bien de manger un petit carré de Mais oui. chocolat. Il y avait assez évidemment très peu de friandises. On ne parlait pas du sucre à l'époque, il n'y avait pas de sucre. Le seul sucre, c'était le miel et ça, en revanche, on en consommait beaucoup puisque, bah, d'une, il permettait de conserver tout un tas de choses, hein, mais Mmh. et en même temps parce qu'il avait énormément de bienfaits nutritionnels. Mais c'était principalement la seule source de sucre, et que le seul sucre type betterave ou autre qu'il pouvait y avoir, c'était pour la médecine et c'était vraiment, 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 pour les nobles ou autres, mais sinon non, aucune trace de sucre. Donc on mangeait énormément de salé. On mangeait beaucoup de fruits secs et oléagineux type amandes, je vais y arriver, noisettes Noisettes, et cetera, tu vois? noix. Beaucoup, beaucoup Mmh. d'amandes. On faisait même beaucoup de lait d'amande, tu vois? Ah oui. Donc ça, on sait que ça se grignotait beaucoup, que ça se faisait beaucoup et puis après, il n'y avait pas la découverte des États-Unis puisqu'on parlait tout à l'heure, de Et pas de justement des chocolat. frontières du Moyen Âge avec, la découverte de Christophe Colomb. Donc, bah, tu avais pas de pommes de terre, tu avais Non pas plus. de courgettes, tu avais pas de haricots verts, tu avais pas de maïs, tu avais pas de tomates, tu avais pas de aujourd'hui, tu sais, un plat sans pommes de terre, tu te dis, Ouais. un vieux pas franchouillard, tu l'imagines mal. Donc avant, il y avait beaucoup de racines, c'est-à-dire de raves, céleri rave, chou rave, tout ce qui est rave, il y en avait tout un Mmh. paquet. Il y avait donc des carottes, il y avait des oignons, il y avait beaucoup de pois chiches, lentilles, fèves. Mmh. Pourtant, moi je me souviens que le pois chiche où tu avais l'impression, tu sais, par le houmous ou autre que Ouais, c'est ou plus même exotique. le couscous que voilà, c'est très Mmh. oriental dans l'approche. Moi, j'avais cette image-là à tort et en fait, non, au Moyen Âge, ils en consommaient énormément. Donc ils mangeaient, Mmh. voilà, beaucoup de ça. Même si l'aliment principal, on va pas se leurrer, c'est le pain. Ils cultivaient Mmh. beaucoup de céréales différentes, l'épeautre, beaucoup d'épeautre. D'ailleurs, tu avais un pain qui du coup tu as je suppose tu as déjà goûté du pain d'épeautre, c'est une céréale, c'est une mie qui est très compacte. C'est pas une mie qui est géniale, tu sais, pour saucer. Elle absorbe pas beaucoup. C'est, bah, tout simplement parce que, d'ailleurs elle est bonne pour le corps parce qu'en index glycémique et en gluten, tu vois, c'est génial. Contrairement au pain blanc ou aux farines T65, qui sont blindées de gluten. Alors tu as une belle élasticité, tu as une mie qui est super, tu peux saucer, c'est formidable. Mais Mais en c'est revanche, pas voilà, c'est ton pour les pain ton intestins, pain c'est beaucoup moins drôle, ouais.
Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc, on avait du millet, de l'épeautre, du sarrasin, toutes ces choses-là, tu vois, en fonction des régions. Et le Mmh. pain blanc, Seigle. c'était, Mmh. voilà. Et tu avais en fait beaucoup de pain multicéréales et c'était évidemment l'aliment de base. Mmh. Donc voilà, même si au XIIIe siècle, comme je te disais, on avait des conditions agricoles qui étaient génialissimes, on a, du coup beaucoup plus de bêtes aussi et cetera. Et on les historiens disent qu'au XIIIe siècle, tous les jours, tout le monde pouvait avoir un morceau de viande. Alors pas Mmh. forcément, mais c'est un peu l'image qu'on donne. Est-ce que c'était vrai à Mmh. 100? Mais grosso modo, tu pouvais avoir un morceau de viande tous les jours. Donc tu avais, bah, évidemment le bétail classique, même si, on ne mangeait pas, il y avait une hiérarchie des animaux. Par exemple, tout ce qui volait, comme c'était près du ciel, bah, c'était réservé à la noblesse et etc. Ouais, ouais, En ouais, revanche, ouais. tout ce qui était près du sol, bah, voilà, c'était pour les paysans et autres. Mais pareil, tout ce qui donnait, par exemple, les œufs, les chèvres qui donnaient du lait, tout ça, bah, on évitait de les abattre puisque, bah, du coup, elles t'apportaient autre chose, même si quand elles sont vieilles, mais donc tu pouvais manger du porc, des choses comme ça. Et les nobles aussi, je crois, préféraient manger tous les fruits parce qu'ils étaient sur des arbres, moins que les légumes racines, parce que là, c'était en dessous et donc pas trop les légumes racines chez les nobles, ou pas du tout même parfois, Tout oui. à fait, exactement, tout ce qui est racines, Ouais, tout ce qui est près du tout sol. ce qui est Alors sol. comme tu dis, voilà, tous les fruits, ça c'était très bon. Alors en Mmh mh. France, en plus en hiver, on avait beaucoup de pommes et de poires. En Mmh. sachant qu'ils fonctionnaient un peu différemment, ils ne mangeaient pas les fruits en dessert, ils fonctionnaient en termes d'acidité et cetera, c'était un peu différent. Et la poire, ils considéraient que c'était un aliment qui fermait l'estomac et donc ils le mangeaient en fin de repas. Mmh. Mais Mmh. donc moi je mangeais du coup pommes et poires. Je mangeais aussi, bah, du coup on l'a dit, des légumes, bah, comme on a dit, bah, voilà, les blettes, les choux, beaucoup de choux, toutes ces choses-là. Lentilles, voilà, je l'ai dit, fèves et cetera. Un petit peu du coup de lard, qu'est-ce que j'avais d'autre? Le Voilà, saucisson, la viande l'acidité au séchée, beurre. enfin tout ce qui est viande séchée, oui? Saucisson, viande séchée, Mmh. tout à fait, fromage, beaucoup de fromage. Mmh. D'ailleurs ce qui était intéressant, c'est qu'en fonction des régions, je mangeais du fromage différent. Quand on est sur le Brac, on était sur du bovin, donc c'est du fromage de chèvre, de vache. Mmh. Et dès que je suis passé sur les régions de Causse, là, on est sur de l'ovin, et donc du coup, j'étais sur du fromage de brebis et du fromage de chèvre. Mmh. Donc lui-même, tu vois, il découvre Mmh. aussi différents fromages, Guillaume Coutel, dans son aventure. L'aventure était complète, quoi. Mais donc, Mmh. sur l'en-cas du midi, j'avais de la viande séchée, du fromage, des fruits secs oléagineux, un fruit. Voilà. Au niveau de la boisson, tu pourrais dire: «Oui, bon, bah, de l'eau». Non, ils buvaient du vin, tout le temps du vin. Pourquoi? Parce que comme ils avaient des élevages de partout et que les élevages étaient autour d'eux, il y avait bon nombre de sources qui étaient polluées par les excréments des animaux et donc ça, ils en avaient conscience et donc ils savaient déjà que l'eau stagnante n'était pas bonne, que l'eau qui court était meilleure et que l'eau qui bout était meilleure aussi. Donc avec l'acidité du vin, ils coupaient l'eau au vin. Donc finalement, d'après mes sources, j'ai pu conclure qu'ils buvaient une boisson à base de vin qui faisait entre 4 et 5 degrés, une bière quoi, finalement. Et donc moi, je buvais entre 1,5 litre et on sait qu'ils buvaient jusqu'à 3 litres par jour. Donc moi, j'ai bu Mmh. jusqu'à, 3 litres de vin par jour à 5 degrés. Et la petite anecdote, c'est que, 2 fois, ça m'arrivait d'être un peu pompette parce que quand tu te fais 700 mètres de dénivelé et que tu arrives en haut de ton dénivelé et que tu dis: «Waouh, j'ai soif et tout» et tu te prends des grosses rasades et qu'en même temps, ça fait, par exemple, 3 heures que tu as pas mangé Oui, c'est ça. et ben, wouhou! Tu es parti pour rigoler et du coup, te voir, tu sais, tu marches et tu rigoles un peu et ça te fait rire de te voir dans cet état, tu rigoles encore plus. Donc oui, 2 fois, je me suis retrouvé un peu pompette et je me suis imaginé le pèlerin de l'époque et tu te dis, dans quelle mesure l'alcool pouvait être un vecteur de motivation pour continuer enfin, ne plus entendre ses pieds gémir ou tu vois, des choses comme ça. Mais oui, c'était assez rigolo. En Ah ouais, revanche, c'est et drôle. au vin blanc, pas au vin rouge. Le vin rouge est Ah venu plus tard, ouais! oui, OK. parce que le vin blanc était plus acide et ils adoraient l'acidité.
La Mhm. sauce qu'ils utilisaient tout le temps, le verjus était à base de vin blanc et donc ils Mhm. adoraient tout ce qui était acide et donc j'ai fait à base de vin blanc. Donc j'avais un partenaire vigneron qui m'avait prêté, beaucoup, beaucoup de litres de vin blanc pour pouvoir faire cette aventure. Incroyable. Ah, c'est drôle ça. L'acidité, c'était vraiment le goût ou c'était aussi parce qu'on Le disait que goût. ça tuait les microbes, enfin, Alors à la base pas qu'on parce ne que connaissait i pas voilà, encore quoi, mais il mmh y avait les 2, mais mh. ils avaient cette notion en tout cas que voilà, qu'il fallait, que s'ils rajoutaient du vin, ils étaient moins malades. Mmh. Donc ils coupaient au vin et en même temps, il faut pas se leurrer, ils savaient que ça les rendait plus gais aussi quand même, quoi. La vie était moins Excellent! difficile. Oh, quelle aventure ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Quelle a été ta plus grande surprise en vivant à la médiévale? Un truc où tu dis: «Oh ça j'aurais jamais imaginé, ça fait 4 ans que je lis sur le sujet, je suis sur la route et là alors là, Alors incroyable». une des choses, il y en a évidemment plusieurs, mais Mmh. je vais te donner au passage une anecdote, c'est rigolo. Une des choses qui m'a surpris, je me suis dit: «Eh ben, à l'avenir, je verrai les choses différemment», c'est que j'ai adoré être en robe en tant que garçon. Mmh. Je t'explique, c'est que, donc finalement, tu as pas de pantalon, tu as des collants en laine, hein, qui étaient les, Ouais. du coup les donc les bresses et les pantalons. Incroyable, je suis en train de perdre le nom, ça va me revenir. C'est pas faute d'avoir Mmh. travaillé pendant 4 ans dessus, bref. Non, c'est ça. Donc, mais j'avais ma tunique qui est donc une sorte de Pas les d'immense t-shirt ossements, non je sais décent, plus. mais les Mmh. chausses, merci. Mmh, Les chausses Mmh. et j'avais surtout ce grand mantel, le grand manteau, la chape, qui elle me descendait jusqu'aux jambes et avec les rafales, j'ai eu jusqu'à des rafales jusqu'à 77 km/h sur les plateaux de l'Aubrac et j'ai eu jusqu'à -7 degrés. Donc tu Mmh. vois, ça m'a permis de voir, les qualités thermiques des vêtements de l'époque et je peux te dire que j'ai adoré, cette sensation où finalement à l'entrejambe, je n'avais rien, enfin juste, Oui, je veux mon dire, je t'ai pas fait caleçon, détailler ton caleçon parce que je crois que ça va vite mais fait. mais le caleçon ne te tient pas, tu sais, l'entrejambe, c'est très lâche et cette, Il y en avait pas? Si, il y avait vraiment confort. un Non, sous-vêtement? alors Non, hein? le sous-vêtement, c'était, imagine un immense short qu'on appelle donc les brais, un immense Mmh mh. short en lin ou en chanvre, mais qui est très lâche quoi, qui ne te Mmh. tient pas l'entrejambe, qui Ouais, ouais, descend à ouais. peu près, on va dire à entre guillemets «un peu plus haut que mi-cuisse» quoi. Oui, Mais mmh. et donc j'ai D'accord. découvert que finalement le manteau te tient super chaud quand tu marches et j'ai trouvé ça très, très, très confortable et le manteau qui est finalement une grande robe, hein Mmh. et donc je me souviens que ma sœur m'avait dit qu'en hiver, quand avec une grande jupe, elle n'avait pas du tout froid. Parce que des fois je lui disais: «Mais en Mmh. collant, tu as pas froid?» Moi en pantalon, je me sens bien dedans, et je trouve ça du coup même mieux qu'un pantalon. Enfin et donc je me suis dit: «Il y a une piste peut-être à explorer de la part de nos équipementiers, les grandes marques, tu vois, Millet, North Face et tout, de cette ouverture sous les aisselles pour sortir les manches et de cette, pourquoi pas, retrouver quelque chose de long». Je trouve ça très, très agréable, très, très agréable. Mmh. Donc voilà, ça été une surprise où j'ai adoré marcher avec ce grand manteau. En revanche, une autre anecdote qui peut être rigolote au niveau médical, c'est que en tant qu'homme, on a toujours, même les caleçons d'aujourd'hui sont assez courts et on a toujours quelque chose qui nous tient l'entrejambe. Et figure-toi, de ne strictement rien avoir qui tient l'entrejambe, c'est à partir, je crois, du 4e jour, je commençais à avoir des crevasses, sous les testicules, à l'arrière des testicules, Allez! sous Ah l'entrejambe ouais, et ça commençait à me faire vraiment mal à la marche. Et je me suis allez! dit: «Bon, bah, c'est pas grave et cetera», je mets une petite pommade et tout et en fait, ça passait pas et ça commençait à s'aggraver un petit peu et donc bah, il fallait quand même que je finisse et et j'étais obligé de voir que finalement le corps d'un homme du 21e n'est pas le corps d'un homme du 13e qui a l'habitude et sa peau est différente et donc j'ai été obligé de remettre un slip parce que sinon, en toute honnêteté, vraiment, ça commençait à me faire vraiment mal et je commençais à marcher les jambes un peu écartées et je me suis dit: «Oh non mais» donc j'ai insisté quand même, je me suis dit: «Je vais au bout de l'expérience», mais ça me faisait mal. Ah ouais. Ah bah ouais, Donc je me suis dit: «Oui, effectivement. tu es pas un homme du 13e, écoute, fais avec mon gars» et puis c'est tout.
Fait penser à un copain qui avait été en Amazonie, et qui bon, forêt amazonienne, mais il y a des tribus comme ça qui accueillent quand même des touristes pour leur faire vivre un petit peu la manière dont ils vivent. Et Ouais. effectivement, il dit: «On a juste cette espèce de cordelette autour du tronc qui est une ceinture qui sert pas à grand chose, sauf que c'est une protection, quoi. C'est plutôt symbolique qu'autre chose». Et il dit: «Et tu rien». Du coup, moi, je me suis dit: «Je vais faire comme eux». Et puis il dit: «Oh, après un jour», ils disent: «Franchement, c'est pas confortable quand on n'a pas l'habitude, j'ai quand même remis mon caleçon». Donc voilà, même expérience OK, de bah, sa tu vois, part. voilà. Il a pas voulu montrer les photos. Alors, Moi non plus, j'ai demandé à pas filmer, comme ça on est tranquille. qu'est-ce que ça apporte à qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire quand on la vit plutôt que la lire? C'est le principe de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on va apprendre par l'expérience. On fait et puis on voit si ça colle avec ce que l'on sait. Alors je mets des notes à mener pour que les purs historiens ne se méprennent pas, je n'ai pas fait d'archéologie expérimentale, sinon ils vont se mettre vent debout. Ça tire vers, mais ça Vers n'en est voilà. pas. Ça s'inspire d'eux, mais ça n'en est pas. Pourquoi? L'archéologie expérimentale, c'est une vraie science et c'est tellement précis qu'on isole quelque chose et on l'étudie avec des circonstances extrêmement précises, comme un protocole. Alors que là, mon approche, elle est tellement généraliste, j'étudie tellement de choses en même temps qu'on ne peut pas faire ça. Mais ça s'en rapproche. L'idée est celle-là, c'est que tu, tu sais d'avance que, notamment au niveau des vêtements, que on a reconstitué des vêtements par rapport à des sculptures trouvées sur des frontispices d'églises ou des enluminures, tu vois? Ou Mmh. des débris retrouvés dans des tombes ou des vieux coffres en bois. Et donc, on on imagine assez justement que c'était fait ainsi. Mais les reconstituer, mais vivre avec, c'est un peu différent et c'est pour ça Mmh. qu'il y a tout un tas d'associations qu'on appelle d'histoires vivantes. C'est-à-dire, tu sais, qu'ils font des reconstitutions, ils reconstituent des batailles de Napoléon, tu as même du coup des parcs d'attractions où tu as des villages, vikings qui sont reconstitués. Tu peux faire, tu sais, ils reforgent des lames, tu peux te mettre dans l'impôt d'un chevalier, tout ça. Et grâce à ces associations d'histoire vivante, on a beaucoup avancé là-dessus et tous ces protocoles d'archéologie expérimentale, on a beaucoup avancé. Donc eux, ils ont énormément fait avancer l'histoire par rapport à ça, par rapport au fait de confronter la théorie à la pratique. Et cette expérience est évidemment, dans cette approche-là. Donc il y a cette approche pragmatique, ça c'est on va dire plus, au niveau de l'équipement et au-delà de ça, moi, il y a l'approche anthropologique, c'est-à-dire que je n'interroge pas que l'équipement, j'interroge aussi l'approche, spirituelle, sociétale et cetera, en me servant de la géographie pour avoir mes réponses. Voilà. Mmh. Oui, c'est génial. Et tu es en quoi est-ce que ça t'a changé? Est-ce qu'il y a des tu changé certaines habitudes ou une manière de penser ou une vision du monde, ou de notre modernité, que sais-je? Alors en toute honnêteté, non, parce qu'il y a 20 ans d'expérience derrière déjà qui m'ont transformé. Mmh. Mais comme tu as Toutefois, vécu ça 4 m'a ans avec lui, tu me dis, oui, alors de très ça, près, de manière un peu alors obsessionnelle, donc je me dis, oui, ça en revanche, ça m'a apporté une chose, c'est que, il y a en tant qu'aventurier, explorateur, tout ça, des fois, on est pris par notre passion et même si, ma femme a une très belle intelligence émotionnelle, on échange énormément et donc, il y a jamais eu de risque dans le couple. En revanche, on a entrevu les possibilités d'un risque. C'est-à-dire qu'on voyait les écueils et on se disait: «Attention, si on continue là-dedans, ça va mal se passer parce que». Donc ça, c'était très intéressant, tu vois? En termes mmh. d'approche et donc évidemment, tout se passe très bien, mais on savait que ça ne pouvait pas durer et on savait qu'il fallait donner un cadre et il y a un moment donné d'ailleurs, j'ai demandé à Guillaume Coutel de me fiche la paix et pendant, je crois que ça a été 1 mois et demi, 2 mois, j'ai tout laissé tomber, enfin, j'ai tout mis de côté et je n'y ai pas touché et je me suis recentré sur la famille et une fois que ça a été fait, on est reparti avec des garde-fous. Interdit de travailler le week-end, interdit de voilà, il y a des choses comme ça et ça s'est très bien passé. Maintenant, ce qui a donc comme je vous disais, en tout cas en ce qui concerne l'expérience en elle-même en tant que voyageur,
Ça ne m'a pas changé, mais ça m'a convaincu de certaines choses et que notamment l'approche individuelle dans un voyage, c'est-à-dire ce qu'on va y chercher pour soi, il ne faut pas l'occulter parce qu'en fait, c'est ça qui fait notre accomplissement personnel. C'est ce qu'on va y chercher, ce qu'on va y vivre. Des fois, ce sont des choses extrêmement simples, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il ne faut pas les occulter et il faut au contraire, quand elles sont là et qu'elles émergent au cours du voyage, là, il faut les faire ressortir. Il faut aller les chercher. Il faut se laisser gagner par les émotions parce que c'est elles qui vont faire nos souvenirs de voyage. C'est elles qui vont faire ce que nous sommes. On est constitué de la somme de nos souvenirs et la somme de nos souvenirs, c'est les pics d'émotions. Et donc, il faut aller les chercher et quand ils sont là, il faut les entretenir, il faut les creuser, il faut faire émerger des choses et il faut les partager avec les personnes qui sont avec nous parce que c'est évidemment déjà contagieux et que c'est ça qui va faire un moment unique à plusieurs et que en même temps les autres te partagent parce que confidence pour confidence, on se partage des choses, ça crée des liens et au-delà de ça, il y a il y a une vertu thérapeutique dans la confession et dans l'émergence de ce que l'on ressent, parce que c'est ce qui nous constitue et dans l'acceptation de ce que nous sommes nous-mêmes, nos faiblesses, nos forces, nos appétences passionnelles. Et voilà, le voyage, et notamment le voyage avec les autres, la somme des deux, des fois voyager seul, des fois voyager avec l'autre, nous permet d'explorer, de nous explorer et de nous accomplir parce que de nous comprendre et de finalement, voilà, de comprendre ce qui, ce qui nous accomplit, ce qui nous rend heureux. La seule chose qui importe dans la vie, c'est la quête du bonheur. Et il faut pas se leurrer, le voyage y contribue quand même vachement, quoi. C'est pas à tes auditeurs que je vais l'apprendre. Non, je crois pas. J'espère en tout cas que mais c'est bien de réenfoncer le clou. Ouais. Ce que tu dis est magnifique et j'ai l'art de dire on pourrait rester, ça ferait une très belle conclusion. Mais moi j'ai encore une question. Quand tu parlais, tu avais plein tellement d'étoiles dans les yeux, j'ai dit quel moment est-ce que tu avais en tête quand tu parles de ces émerveillements, ces révélations, ces choses que tu vis, qui t'ont fait vibrer et que tu as eu envie de partager comme ça avec ceux qui t'entouraient, je suppose, à ce moment-là, et puis plus largement après avec via le documentaire, bien entendu, qui arrive. Mais tu as eu un moment en tête, je suis sûre. T'as un truc qui t'a pris. Oui, bien sûr, même si tu vois, c'est marrant parce que je connaissais déjà le site, mais les balcons de la Jonte, cette beauté de la nature, avec une météo qui était parfaite, une lumière qui était parfaite, un brouillard qui se levait. C'est tout simplement, c'est cette capacité qu'a l'émerveillement à te mettre à nu, à te, à, à te dire, mais en fait, ce moment, je voudrais qu'il dure. Et tous ces fichus efforts que j'ai donnés, toutes ces heures que j'ai données, parce que le métier d'explorateur, il peut être ingrat parce que tu vas donner énormément de travail et tu ne sais pas encore les retombées financières que tu vas avoir. Il y a une inertie qui est très longue et qui est très ingrate parce que des fois, tu en as peu. Mais, et là, tu donnes tout et en fait, pour cet instant-là, tu dis, qu'importe si les documentaires n'aboutissent pas, qu'importe si je ne retombe pas les 20 000 euros que j'ai investis, si je ne retombe pas sur mes pieds, pour cette intensité de vide-là que je vis, cette émotion que j'accueille, je me moque du reste. Tu vois? C'est, c'est, je dirais pas mieux que lui, il y a Baudelaire qui, dans les Vitriers, le Vitrier, ce poème, il dit: qu'importe l'éternité de la damnation pour qui a vécu dans une seconde l'infini de la jouissance. Et c'est ça. On va sur le terrain, on va à la rencontre du monde pour jouir de la vie, pour vivre des émotions qui nous choquent, pour vivre ces instants où on se dit ma place elle est là, mais j'ai envie de dire des gros mots, mais putain que c'est beau quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, toutes ces heures d'effort, Dieu sait que ça m'a demandé du travail avant, après, mais c'est cet instant-là
tu te le gardes pour toi. Il est que pour toi. Il est super, super individuel. Mais et tant mieux, tant mieux. Il faut qu'il y ait cette part d'égoïsme. Il faut qu'il y ait cette part où on vit pour soi. C'est ça qui nous fait jouir la vie. La pire des choses n'est pas de se laisser subir sa vie. Vivre sa vie n'est pas subir sa vie. La véritable aventure de la vie, comme je dis dans le livre, est celle d'en jouir. Ben voilà. Waouh, j'ai bien fait de poser la question. Je t'ai Et donné donc, ta punchline effectivement. de fin. Ah, ouais, j'adore. Là, j'ai vu des moments à moi aussi, et c'est comme tu dis, c'est ce qui nous, j'allais dire, presque tient debout parfois. Mais Oui, ou des c'est, fois nous ouais, fait revivre. Des fois, ouais. quand on a un pied à terre, un genou à terre, on nous dit allez mon gars, Ranime l'étincelle, ouais, tu dis. c'est bon. Oui, mais il y a Allez, ça. il y a la vie, Il y il y a a la aussi vie, ça. il y a aussi Ouais, ça. Ouais. ouais. Super. Quel public aimerais-tu toucher avec le voyageur de l'histoire? C'est ça, justement, c'est ça que tu as envie de transmettre, ou tu as envie de faire réfléchir les gens à autre chose ou autrement? Qu'as-tu eu en tête en disant on va faire un documentaire là-dessus? C'est une très bonne question. Tu es la première qui me la pose et je t'en remercie parce que c'est hyper important. L'explorateur est notamment celui qui cherche à partager. Ça, tu pourras le demander à tous les explorateurs, c'est quelque chose qui revient. Comment je vais le partager? Qu'est-ce que je vais en dire? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Quelle est la capitalisation de cette histoire? Et moi, en tant qu'ancien enseignant de PS, j'ai à cœur de transmettre. Et la force du voyageur de l'histoire, c'est que je touche un panel de personnes qui est super large. Je touche pas que les voyageurs, je touche pas que les fans d'aventure, je touche aussi les fans d'histoire, je peux toucher aussi les fans de science. Tu vois, tu as un panel qui est très large et notamment, tu as une force qui est géniale, c'est au niveau des scolaires. Mm, Après cette histoire, donc moi j'ai les documentaires, mais je vais avoir des interventions pédagogiques. Je crée aussi une exposition muséographique destinée aux musées, aux établissements culturels. Et mm, ça, mm, c'est génialissime. J'ai une expo photo qui va être mise en place avec, grâce à Antoine Merlet, le photographe de l'agence Zeppelin, qui a fait un travail de fou. Les infographistes, quand ils ont travaillé le dossier d'exposition muséographique que je donne au musée, et quand ils ont vu les photos, ils m'ont dit, mais on dirait du Caravage des fois. Ils disent, c'est artistique mm, de fou. On dirait des mm, peintures. Donc Antoine Merlet a fait un travail exceptionnel. Et donc, je vais pouvoir faire une chouette exposition photo. Et tous ces supports, je les veux absolument complémentaires, de manière à toucher un large public et que chaque personne puisse trouver son compte et une forme d'exploration de cette expérience qui soit nouvelle. Par exemple, sur l'expo photo, on veut qu'elle soit immersive, c'est-à-dire tu vas voir ta photo et tu vas voir un petit QR code, tu le scannes et en fait sur ton téléphone, tu vas avoir une vidéo à 360 degrés de l'instant où a été pris la photo. Et ça a été possible wow. parce qu'on a fait un triple tournage pendant l'aventure. Photoreportage, docu 360 degrés et docu flat qu'on appelle TV. Ça veut dire qu'on a des plans drone, mais on a des plans 360 et en même temps la photo. Donc, toi, tu vois la photo, tu scannes le truc, et bouf, tu vois le T'es personnage qui dedans. s'anime, Tu rentres et dans tu le tournes ton cadre. truc, tu vois tout autour, et en Comme fait, dans les films où tu es ouais, absorbé tu dans le rentres dans tableau, l'image, quoi. tu vois. Oh, trop Voilà. Et en bien! plus de ça, il va y avoir évidemment des encarts et tout. L'espace muséographique qui va te faire revivre tout un tas de choses. C'est comme dans un musée, tu vois. Tu vas avoir évidemment des expériences 360, mais tu vas pouvoir toucher les vêtements. Tu vas avoir mon lit qui va être exposé. Tu vas pouvoir t'allonger dessus. Tu vas pouvoir Oh là, je suis pas avoir des demandeuse, hein. demandeuse. Mais Ce que l'avantage, j'ai c'est que là, tu entendu. t'allonges 2 minutes et tu peux te relever. Mais c'est pas, et honnêtement, c'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas Ouais? si mal. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bref, il va même y avoir des expériences olfactives où avec des poires, tu vas pouvoir sentir et deviner, tiens, tiens, ça c'est quel légume? Ah, il a mangé ça, il y avait ça à l'époque. Bref, Mhm, mhm. le voyageur de Wow. l'histoire, pour moi, c'est l'accomplissement ultime là en termes, pour l'instant, dans ma carrière, sur ce que je Ouais. vais pouvoir en faire. Et pour moi, c'est génial. Au niveau Ah culturel, oui. au niveau enseignement, au niveau artistique, au niveau du livre, là, je commence l'écriture du livre et je suis, j'en peux Je plus. le veux, Je me dis, mais hein? Je le veux, déjà. voilà, je suis, ça m'a demandé tellement de choses, mais j'en suis tellement heureux et j'espère tellement
que toutes ces expériences, notamment les enfants, vont pouvoir se dire, parce que quand je te disais, moi, c'est un rêve de gosse, je voulais vivre ce que vivaient mes personnages, et c'est ce que je veux donner aux enfants, c'est te dire, tu veux savoir ce que vivait quelqu'un au Moyen Âge, ton héros Aragorn, quand il a sa cape, tout ça, tu veux voir ce que c'est, tu veux sentir les choses, eh ben viens, fais l'exposition muséographique, va voir l'expo photo, lis le livre, fais tout ça, et tu vas avoir plein de réponses. Démerde-toi, mais il faut qu'elle vienne dans le Nord, hein. Moi, je vais aller voir ça avec mes filles, hein. Mais notamment, tu sais qu'à Namur, tu as un super, bon, c'est un festival nature, d'expo photo nature, mais Mhm. Namur est quand même une ville culturellement qui est très riche. Ils ont Donc, aussi un week-end médiéval tous les 2 ans, je ok, sais plus, ou quelque chose comme d'accord. ça. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. D'ailleurs, il y aura une version anglaise du documentaire, bien entendu, puisque je compte bien, parce que c'est assez singulier, l'exporter à l'international, tu vois. Et, euh, et donc, oui, 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 avec grand plaisir en Belgique, grand plaisir. Ah, ce serait formidable. D'accord, donc moi, sinon je voyagerai aussi pour aller le voir. Je te promets pas d'y aller en sabot, hein, mais On ne le fait pas, ne le fais pas, tu vas voir les pieux qui vont. Non, 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 oui, non. non, ça avait Oh, non, pas l'air non, non, foufou, hein. non, c'est pas super. Oublie cette idée. Et donc là, tu es encore bien dedans. On va pas parler d'un prochain rêve d'exploration. Moi, j'ai envie de te laisser dans ce jus-ci pour le moment, sauf si tu as envie de partager autre chose. Mais j'avais cette question-là, j'ai dit non. Non, j'ai pas envie, en fait. Moi, j'ai envie de Bah, rester j'en ai là-dessus. d'autres, mais c'est toi qui mènes le podcast, il n'y a aucun problème. Ouais, non, non, puisque je veux Bah, qu'on mais il reste n'y a là-dedans. aucun Voilà. souci, Je bien suis sûr. très bien dans cette bulle-là, moi. Oui, Je veux l'autre est pas revenir du totalement 13e. différent, donc restons là. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut vivre un grand projet? Donc toi, quelque part, c'est un rêve de gosse, c'est mes préférés. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est quoi les ingrédients? Alors, il y a 2 ingrédients essentiels. Il y en a un, je vais te le donner en plus puisque tu as lu le livre, tu le sais, et il y a une expérience que j'ai faite, une traversée à la nage, descente d'un fleuve à la nage, tout ça, et heu Mhm, et j'étais sauveteur à l'époque, c'était donc je me régalais de nager, mais il n'était pas fait pour les bonnes raisons. Il n'y avait pas les tripes et la passion derrière, et si il n'y a pas les tripes et la passion, ton projet n'arrivera pas à terme. S'il est ambitieux, je veux dire, si c'est un petit truc, tu peux aller au bout, mais s'il est un minimum ambitieux qui va demander de toi, tu n'arriveras pas au bout parce que quand c'est difficile, c'est ça, c'est le ventre qui va te tenir. C'est que le ventre. C'est lui tout qui le va te monde a dire: ce moment, qu'est-ce que je fous là? Et si t'as pas la «Oui, mais réponse, ou si elle est toute exactement, quand faiblarde, c'est ouais. dur, mais ouah, pourquoi je me suis mis dans cette galère? Mais pourquoi? Pas parce que ce que tu as, ce qui te saute au visage, c'est justement ce sont tes sens. Ça veut dire tu as faim, tu as froid, tu as mal, tu es seul des fois, tu tu vois, tu pas bien, quoi, et donc tu dis: «Mais en fait, c'est débile de se mettre dans ces» toi, enfin, pourquoi? Alors que tu peux visiter un pays autrement. Tu peux même le faire dans un hôtel, tout ça, tu vois? Mhm. Pourquoi se mettre là-dedans? Et donc là, déjà, il y a une chose, c'est que quand tu poses cette question, évidemment, tes tripes vont ressurgir parce que ta passion, elle va te dire: «Mais si, mais parce que mais tu vas pour ça, c'est quelque chose qui te porte». C'est pas et c'est ça qui va te faire partir. C'est parce qu'il n'y a que le mental, quand c'est dur, qui va t'aider. Le corps est l'esclave du mental. Ça, il faut pas se leurrer. Toi, des fois, tu peux dire: «Oh là là, j'aurais pas fait 1 mètre de plus». Et ben, alors là, c'est complètement faux. Même quand tu es exténué, tu dis: «Je ferai pas 1 kilomètre de plus». Et ben, n'importe quoi. Parce que si je te dis: «Ah ouais? Et ben, dans 1 kilomètre, tu sais ce qui t'attend, mon gars? Il t'attend un petit colombo de poulet bien cuit, bien fait, mon gars, avec un super petit dessert et une super petite natte ou un bivouac avec un hamac, tu vas dormir au chaud et tout, plutôt que de dormir par terre et de manger les restes de ton repas lyophilisé. Là, tu t'inquiètes pas de ton kilomètre, tu vas le faire et dardard. Mais c'est évident que tu peux. Et déjà, à tel point que tu lis n'importe quel récit de survie, tu es capable de faire quelque chose de dingue juste pour survivre. Donc, Ouais. quand on dit ouais, non, je pourrais pas, bien sûr que si. Et ça, c'est parce que c'est la passion qui te fait parler. Mhm. Et donc, c'est pour ça que les projets les plus beaux sont les projets les plus ambitieux parce que ce sont ceux qui vont le plus t'accomplir, parce que ce sont ceux qui viennent de tes tripes, donc ce sont ceux qui vont te parler à toi. Donc il faut que tu les fasses.
Mhm. Réveille ta passion, lis des choses, découvre des trucs, réveille ta passion et ce qui t'interpelle et qui te dit: «Ouais, j'adorerais faire ça», mais fais-le. Et si tu te dis: «Ouais, mais je suis pas capable de le faire aujourd'hui», j'ai envie de te dire: tant mieux! Parce que c'est en travaillant ton projet que justement, ça va faire de toi quelqu'un qui s'accomplit, quelqu'un qui apprend. Moi, j'adore les projets sur lesquels il y a des choses que je ne sais pas faire. Un projet où je dis: «Ouh, j'ai pas le niveau physique pour faire ça ou le niveau technique pour faire telle paroi», et ben, bosse mon gars, apprends et c'est ça qui te fait évoluer, c'est ça qui te fait grandir. Donc Mhm. va chercher un projet qui est dans tes tripes, le lâche pas. Maintenant, ça, c'est la base et la deuxième chose, en revanche, pars pas avec, comme on dit, ta bite et ton couteau. Un Mhm. projet digne de ce nom, il se prépare. Tu as une étape de faisabilité, déjà qui est toute simple, qui est législative. Est-ce que ce que j'ai envie de faire, j'ai le droit de le faire? Est-ce qu'il y a des parcs nationaux? Est-ce qu'il y a, parce que si on fait les choses bien, on respecte d'une le pays où on va, les autorités, mais aussi tout simplement les cultures, les gens, tu vois? Tout bête, mais il y a des sommets, qui sont interdits d'être gravis, tout simplement parce que spirituellement, les gens considèrent qu'il y a un dieu qui habite là-haut et tu as pas le droit. Et ben ça, tu Mhm. respectes, tu fais pas le sommet même si tu es alpiniste. Donc voilà, Mhm. il y a la faisabilité et puis après faisabilité financière, tout ce que tu veux. Un projet, ça se travaille. Je vais te résumer tout ça en une phrase que tu as lue dans le livre: «Une expédition, c'est tout anticiper pour finalement improviser». Travaille à mort ton projet, anticipe-le un max, mais en revanche, tout sera différent sur le terrain et ne pars pas avec un canevas ultra figé. Au contraire, sois malléable, adaptable. C'est ça l'aventure. Tu y vas parce qu'en même temps, ça va pas se passer comme prévu, parce que c'est l'inconnu. Si tout était figé, ça serait plus fade. Non, Mhm. vis de ta passion, prépare-le un max, mais en revanche, attends-toi à quelque chose de formidable. Ça s'appelle l'aventure et l'inconnu. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, il est non seulement auteur, mais conférencier. Il manie tout ça excessivement bien. Si je te demande à l'heure actuelle le succès dont tu es le plus fier, c'est, comme tu dis, voilà, tu viens de me parler d'un accomplissement, mais peut-être que tu as quelque chose en tête qui te vient. Le succès dont je suis le plus fier. L'action dont je suis le plus fier, on peut le résumer à ça ou pas? C'est à toi de définir ce qu'est un succès, donc Dans ce cas-là, tout simplement et je c'est ça fait un peu image d'Épinal, mais on je s'en vais dire fout. ce que je ressens exactement. C'est avoir eu le courage de faire la première expédition. Mmh. Parce qu'en fait, tu vois, c'était ça, ce désert le plus aride du monde, 500 ans sans une goutte de pluie. Mais pour moi, c'était inconcevable. Il y avait cette curiosité. Je me dis: «Mais je suis obligé d'aller voir. Mais c'est quoi? Ça doit être incroyable!» C'est tout simplement unique au monde, extraordinaire, extra, qui sort de l'ordinaire. Ça change ta vie et donc je me suis dit: «Il faut que j'aille voir». Ouais, mais et j'ai décidé tout bêtement, c'est pour être plus simple, je pourrais y aller en voiture et j'ai dit: «Non, je vais essayer de le faire avec 2 lamas, 700 kilomètres en autonomie». Mais parce que il y a quelque chose dans ton ventre qui te dit: «Ouais, tu as envie d'aller voir le désert», mais tu as envie d'aller le voir avec une forme un peu particulière et ça, Mmh. tu peux pas le deviner, c'est en toi. Il y a quelque chose qui te parle. Tu l'écoutes et tu dis: «Moi, mais tout ça, je sais pas faire». Bah, c'est pas grave mon pote, apprends, apprends et vas-y. Et donc ce premier pas, tout le monde va t'en parler dans le milieu de l'aventure et de l'exploration. C'est c'est le pas qui demande le plus de courage. Tous les suivants sont plus faciles parce que tu sais que une fois que tu l'as fait, tu te dis: «Mais en fait, c'est pas si compliqué». Ouais, ouais. C'est, Rémi Camus dont on parlait tout à l'heure, qui m'avait dit que sa première grande aventure, le premier pas, il dit: «Je suis resté bloqué sur place, mais je sais plus combien de temps, mais c'était faire ce premier pas». Parce qu'il dit: «Tu sais, on t'en rêve, tu prêt, et puis là, Bah, c'était c'était le en Australie, non? c'est Ça parti». Ouais, traversait c'est en ça et il Australie, dit: ouais. «J'ai Mmh. été, mais figée». Je suis restée un temps fou. La dernière personne qui m'hébergeait avant le partir, elle m'a dit: «Prends ton temps, je reste là, je reste assis. Quand tu pars, t'as pas besoin de me dire au revoir, je te verrai partir». Et donc voilà. C'est Donc pas vraiment, ce évident de premier pas, il l'a d'affronter senti. l'inconnu. Ouais, Ouais. ouais. Mmh.
Mmh. Et comme tu as dit, il faut savoir pourquoi on le fait. Mais j'aime bien cette histoire de dire ça, être à nouveau à l'écoute de ce qui nous fait vibrer, parce que on nous demande tellement de faire des choix rationnels. Et en fait, Oui, plus on oui, étudie les choix rationnels, plus en fait on voit ils sont absolument pas rationnels. Parce que parfois, si tu fais une liste avec à gauche, à droite, si toi t'as pas envie de faire un truc, tu sais bien que la colonne des négatifs, elle va finir par être plus grande parce que tu veux qu'elle soit plus grande. Donc ta décision quelque part elle est déjà oui. prise. C'est Et ça, il y si a tu des as biais le choix cognitifs entre, partout. ouais, tu as le choix entre deux, je sais pas, deux voitures, deux appartements, de n'importe quoi. Tu dis bon, celui-là il est moins pratique, mais oh, qu'est-ce qui me fait de l'œil quand même, hein. Et rationnellement, toutes les critères rationnels, ils sont pas là, ils sont de l'autre côté. Bah, si tu prends le truc rationnel en disant bon, je vais être raisonnable, tu vas pas en être content. Il va faire formidablement sa fonction, etc. Mais tu n'auras aucun plaisir au quotidien, et donc tu ne lui pardonneras rien à ce truc. Et donc, comme à une aventure, comme à tout ce que tu veux. Tandis que l'autre, qui a ses petits défauts, tu sais déjà très bien que là, ça va être inconfortable, que ceci, ça va peut-être pas très bien manger. Oui, qu'est-ce que tu l'aimes bien, ce truc? Eh ben, C'est tu clair. passeras outre de toutes les difficultés ou de tous les petits défauts de ce truc, parce que c'est tes tripes qui te l'ont choisi. Et je crois que c'est un peu ça aussi dans une aventure, c'est à nouveau dire, si on choisit toujours ou dans la vie, si on choisit le chemin le plus raisonnable, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie et qu'est-ce qu'on est aigri et qu'on ne pardonne rien à la vie Tout à parce fait. qu'on dit mais mince, j'ai fait tout ce que je devais faire et ça roule pas encore parfaitement et t'es frustré. Tandis que si tu dis ouais, bah, j'ai choisi le chemin de traverse, il y a des galères, mais je sais pourquoi je le fais. Et bon, voilà, dans ce chemin de traverse, il y a quand même des paysages formidables. Enfin, je sais pas si tu vois ce que j'essaie de dire, Bien mais que sûr, c'est mais tu as tout en à fait raison, aventure c'est comme exactement ailleurs. ça. Mais bien Ouais. sûr, bien sûr. Et il y a Faut pas aussi toujours être trop quelque chose qui fait. rationnel, c'est un leurre de toute façon. Ouais. Non, 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 il faut écouter l'enfant qui est en nous. Mhm. Vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que l'enfant qui est en nous n'avait pas de limite. Et ça, c'est extrêmement important. Nous, on a les limites de la connaissance et, et de notre finitude en termes de capacité humaine, je veux dire, toutes ces choses-là. L'enfant, lui, il imagine potentiellement qu'il peut avoir des pouvoirs. Mais qu'est-ce que c'est beau, tu vois? Et, et ça, il faut garder euh, cette âme d'enfant et notamment ce côté ingénu, cette naïveté de l'enfance, elle est extrêmement importante. Ah oui, c'est bon, t'es plus un enfant, que cette phrase est tragique. Non, non, Ouais. non, non. C'est complètement faux parce que toutes tes émotions, toute ta construction identitaire, elle est née par tes émotions d'enfant. Là, on parle de la psychologie, mais tu vas comprendre, parce que je suis spécialiste en adaptation au stress en milieu hostile. J'ai fait un mémoire sur l'adaptation au stress en escalade à des déficients mentaux. Donc, j'ai quand même des bases de psycho. Et je vais te donner une base de psycho qui va en même temps nous convaincre que définitivement, en fait, notre passion et nos rêves d'enfant, il faut les vivre. En psycho, c'est tout simple. Notre constitution, notre hippocampe, etc., fait que tout ce qu'on vit va laisser une trace d'apprentissage. Et donc, par exemple, plus ton émotion est forte et plus ta trace d'apprentissage va être ancrée. Le truc tout bête, la plaque de gaz ou la plaque, tu sais, pour faire chauffer ta casserole, t'es tout petit, oh tiens, je sais pas ce que ça, je mets ma main dessus, je me brûle. La douleur est très vive, etc., tout ce que tu veux. L'émotion est tellement forte que la trace d'apprentissage, tu l'oublieras jamais. Tu remettras jamais ta main dessus. Et ça, c'est pareil pour tout. Toute toute trace d'apprentissage est accompagnée d'une trace émotionnelle. Et donc, ça veut dire que notre constitution, on est constitué par toutes les émotions au cours de notre enfance qu'on a vécues. Et ça nous fait nous. Je me suis brûlé, et ben toi, tu as une identité, tu as une construction émotionnelle qui est différente de celui qui s'est pas brûlé la main, etc., etc. Il y en a un qui est tombé d'un cheval, il va avoir peur des chevaux, peut-être des animaux en général, et ainsi de suite, tu vois. Et donc ça crée notre identité, ce que nous sommes vraiment, mais en même temps, ça veut dire que tout ce qui nous constitue, ce sont nos émotions vécues depuis l'enfance. Donc si tu n'écoutes pas tes émotions de l'enfance, tu n'écoutes pas qui tu es. Ça, c'est quelque chose qui est factuel. C'est la psychologie. Tu es tes émotions. Ça, c'est toi. Donc, en fait, si tu n'écoutes pas tes émotions, tu ne vas pas t'explorer toi. Et du coup, tu ne vas pas t'accomplir pleinement. Si tu veux pleinement jouir de ta vie, écoute tes émotions, parce que justement, c'est ça qui va t'aiguiller sur tes sources de bonheur. Tu comprends? Mhm.
Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les rayer d'un revers de la main. Ah, petit, j'adorais ça. Mais vas-y, mon gars, fonce, 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 fonce. Et donne-lui, évidemment, avec évidemment ton regard d'adulte, donne-lui le paysage que tu veux. Mais c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça qu'il faut aller chercher. On ne parle pas à celui qui arrachait les ailes des mouches et qui s'éclatait avec ça. Hein, on est bien d'accord? Ah oui, non, 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 c'est clair, t'as raison. Non, je rigole. Mais ça me fait penser à l'épisode Les rêves ne meurent jamais, un très chouette film justement sur les rêves et le fait qu'il faut les vivre. Et la- Laura nous y disait que dans sa famille, on met une photo de soi enfant qu'on croise D'accord. sur une commode pour se voir. Et toujours s'évaluer en disant, tiens, est-ce que l'enfant que j'étais serait content de l'adulte que je suis aujourd'hui, tu vois? Et Ouais, ça, ouais, bien sûr. quand j'y repense, je me suis toujours dit que j'allais le faire, de mettre cette petite photo quelque part, parce que ça te recadre avec tes petits yeux innocents, te revoir en disant, et j'avais plein d'espoir pour ma vie. Est-ce que je m'en occupe bien de cette petite Anne B ou de ce Ça. petit Willy là, Oui, oui, qui oui. regardait avec ses yeux pleins de confiance, pleins d'innocence et pleins de rêves? Est-ce que je le fais toujours rêver ou est-ce qu'il serait très déçu de l'adulte barbant que je suis en train de devenir? C'est C'est ça. l'histoire du Petit Prince, hein, mais Ouais. Des fois, ouais. voilà, rattrapé par la vie de tous les jours, Mm. et on a une vie qui oscille, légèrement, tu vois? Qu'il n'y a pas de pic, mais ça, c'est très courant, je veux dire. Mais il ne faut pas, se résumer à ça. Il faut s'interdire de croire que la vie puisse être aussi fade que cela, que juste ces jours de travail où des fois ne nous portent pas beaucoup. Il y a certaines personnes pour qui le travail est peu accomplissant. C'est triste, mais on a aussi une réalité de vie. Il faut payer ses factures, tout Oui. ça. Tout n'est pas facile. Mais non, la vie, faut vraiment la bousculer. Alors oui, comme Guillaume Coutel, comme le pèlerin du Moyen Âge, on lui demande de signer un testament. Lui, il va prendre d'énormes risques, mais sa vie, elle est tellement changée, je l'ai dit. C'est le fait qu'il se découvre lui-même, c'est tellement c'est tellement révolutionnaire pour soi que là, c'est la même chose. Il faut qu'on arrête de rester derrière notre sécurité. Il faut qu'on arrête ça. Et on n'a pas besoin de s'exposer à la mort, c'est pas ça que je dis, pas du tout. Non. Mais il faut tellement s'exposer à du nouveau. Des fois, c'est juste, par exemple, l'art contemporain. On fait beaucoup d'art contemporain avec ma femme. Il y a des choses qui nous plaisent moins que d'autres, mais des fois, tu lis une lecture, tu dis: «Oh, je suis pas convaincu de ce truc-là». Va voir, confronte-toi et pas des fois, tu prends une gifle, tu te dis: «Ouais, en fait, j'adore». C'est tout ça, c'est les expériences. Faisons que, en fait, les 52 week-ends qu'on a dans l'année, ils soient pas tous les mêmes. J'adore. Ouais, c'est toujours cette histoire. Mike Horn dit ça en disant la vie, on peut pas la rendre plus longue, mais on peut la rendre plus large. C'est, je ne retombe plus sur cet écrivain qui disait à un académicien qu'on peut mettre plus de vie dans la vie. Voilà, ça c'est important d'être plus de vie dans la vie. Ça permet de trouver la paix, comme dirait François Sarano, quelqu'un d'autre que j'adore. C'est ces moments de paix, être en paix avec soi, parce qu'on vit ce qu'on doit vivre quelque part et on le sent C'est et on ça, le c'est sait. ça, c'est Voilà, ça. parce qu'il y a des gens qui à force de sécurité, sont morts avant même d'être morts, quoi. Ils ne vivent déjà plus Oui, vraiment. oui, oui Et et ça, c'est et en dommage, ouais. hein. Oui, oui, Mm. même si, évidemment, ce sont, des personnes, mais d'ailleurs même tous, même, nous, enfin je veux dire, quand on part à l'aventure, à l'exploration, ah c'est formidable et tout, mais pour préparer des expéditions, on passe aussi du temps derrière les bureaux, des machins et on a aussi des Oui. moments où on se dit, «Bon, ben, la journée d'hier ressemble à aujourd'hui, enfin et à demain» et etc. Enfin, Là bref, aussi, il faut heu, savoir pourquoi on le fait. C'est pas toujours quand on est oui, en pleine oui, c'est galère ça, dans enfin. l'aventure. C'est aussi quand on est en train de faire du bureau qu'on voudrait être dehors, qui se dit, bon, c'est pour ça que je le fais, que je veux être là. Enfin, sinon, oui. Oui, oui, donc la vie est pas fantastique tous les jours, mais en tout cas, ce qui est important et même quand des fois on veut essayer une aventure ou un projet, des fois il peut capoter, mais ce qui est Mhm. important c'est d'essayer parce qu'en fait c'est ce pas-là dont on parlait tout à l'heure. Si on n'essaye pas, il y aura rien. J'ai été sauveteur, il y a une phrase qui résume le métier, c'est: «On a une obligation d'agir, mais pas une obligation de résultat». Mhm. Quand tu pars pour aller sauver quelqu'un,
si ça se trouve, tu n'arriveras pas à le ranimer ou si ça se trouve même des fois quand tu fais des gestes de sauvetage, tu fais des mauvais gestes, ça peut arriver des fois selon les cas. Mais en fait, on sait pas si ça va être ça parfait le sauvetage. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu vas pas chercher cette personne, elle va se noyer puis elle va mourir. Mmh. Donc une obligation d'agir, pas une obligation de résultat. Et ça veut dire tente la chose, fais-le, essaye, vas-y. Tu sais pas, mais vas-y. Et ben là, c'est pareil, dans le sens où en fait, il faut oser. Tu sais pas si tu vas aller au bout de ton aventure, peut-être que tu as vu un peu trop grand, bah, c'est pas grave, tu en feras une autre plus petite, ou tu vas t'entraîner un peu plus, ou te préparer plus. On s'en fiche, ce qu'il faut, c'est essayer, parce que c'est ce qui va te construire, parce que tout simplement, tu es en train tu es en train d'explorer ta passion, ce qui t'anime, donc tu ne seras jamais déçu. C'est pas possible. Exactement. Alors, c'est la personne qu'on devient aussi en essayant qui est plus importante que d'atteindre le sommet, la Bien sûr, destination. bien sûr, Mmh, ouais, bien sûr, c'est ce qui va nous construire, donc clairement. Je le normalement, je commence par le fail pour que la personne puisse dire le succès après, mais donc l'erreur qui t'a le plus appris, l'erreur fondatrice peut-être ou une erreur qui t'a donné une leçon pour, souvent c'est du mieux derrière une erreur ne reste qu'une erreur que quand on un échec que quand on reste dessus. Donc j'aime beaucoup les erreurs, j'aime beaucoup les échecs. j'en ai parlé, il y en a une bien évidemment, c'est la descente du fleuve Hérault à la nage, parce que je le faisais pas avec mes tripes et au moment où, alors bon, j'avais une contracture, un machin, mais ça c'est des petits détails, j'aurais pu aller au bout. Mais c'est que je m'ennuyais comme un rat mort. J'avais dépassé fini tous les rapides et j'étais dans une eau opaque et j'avais encore, je sais plus combien, je crois 40 et quelques kilomètres à faire, mais dans une eau totalement opaque et je m'ennuyais en nageant comme pas possible. Et donc je me suis dit: «Ouah, je m'ennuie tellement que j'arrête» et si je l'avais dans les tripes, j'aurais été au bout et donc Bien sûr. il faut pas se leurrer sur, les motivations qu'on a. Il y a certaines personnes qui se disent: «Ah, là, en ce moment, il faut à tout prix faire un lien avec, le réchauffement climatique». Si tu fais pas une aventure avec le réchauffement climatique, ah bah, du coup, tu es pas un éco-aventurier, tu vois? Donc du coup, tu vas dire: «Ah mais tiens, je fais ça pour, alerter sur le réchauffement climatique et tout». Heu, ça peut être très bien, il y en a qui, du coup, se découvrent une vocation, puis tout ça. Mmh. Mais quand c'est juste un alibi pour aller Un peu chercher des forcé. sponsors. Oui, ou ça, ouais. Eh ben, là, à mon avis, c'est là où tu te trompes. Fais-le pour toi. Si ça correspond pas à ce que les médias attendent, mais en fait, on s'en fout un peu des médias, fais-le pour toi parce que cette aventure, c'est toi qui la vis, c'est pas les médias et puis en plus, si ça se trouve, il y a aucun média qui fera d'article. Donc tu auras fait tout Non, ça pour peut-être personne. parce qu'il y en aura trop. Voilà, Moi, ça me fait penser donc à Yann. non, fais ça Ouais. pour toi. Ouais. Tu connais Yann Kenney? Ah Qui oui, a fait oui, l tout à fait, ouais. voilà. Ouais, Bah, lui, voilà, ouais. il cherchait aucune visibilité, passionné depuis l'enfance, il voulait faire son tour du monde, pas beaucoup de fric, décidé de construire son petit bateau et finalement, il postait un petit peu sur Facebook et tout le monde a commencé à se passionner pour ce petit bateau, et il a des milliers de followers, mais c'est pas du tout un Mais bien influenceur. sûr. Absolument, Oui, mais c'est quelqu'un qui inspire parce que c'est son rêve qui il évoque un étendard de rien, il revendique pas la slow life, il fait le truc qu'il a toujours eu envie de faire avec des petits moyens et il force l'admiration des gens comme Kersozon. Voilà, c'est vraiment un grand. Et il est génial. On a été manger ensemble. Oh, et qu'est-ce c'est qu'il est quelqu'un de drôle. très Il est simple. adorable. Oui, Mais voilà. mais Mais comme quoi, pourquoi du il coup il faut marche pas si aller bien? chercher. Oui. Non, mais parce qu'il est Hum, lui voilà. et donc du Mhm, coup, parce qu'il est lui, il est unique. voilà. Si tu essaies pas de ressembler à quelqu'un d'autre ou de faire un projet qui ressemble à un autre qui s'inspire trop d'eux, Mhm. voilà, là, c'est quelque chose qui fait et du coup, parce que tu es unique, ton storytelling, il est unique. Tu sais, on dit: «Ah maintenant, faut bosser son storytelling sur LinkedIn, sur machin et tout». Il a même pas besoin de le bosser, le mec, il est ce qu'il est Il est ce qu'il est. et Son parce livre est qu'il est ce super qu'il est, chouette aussi. Ouais. tu es Mm. forcément unique et donc du coup, ça marche. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Donc, comme quoi, faut pas aller être trop stratégique. On dit si, il faut être stratégique. Ben, je suis pas sûre. Je suis pas Ouais, sûre. moi Faut non vraiment plus. Moi, être soi un c'est vrai que, maximum, ouais. je suis assez d'accord avec toi. Heu, alors évidemment, il y a des algorithmes qui te disent que ça marche bien, mais Ils mais changent du jour au en lendemain, même les temps algorithmes, hein. en même temps, et puis c'est tout bête, mais aussi c'est des fois, d'être droit dans ses bottes, quoi. C'est tu fais un truc et puis tu te dis: «Mais quel est l'intérêt pour moi d'essayer d'être quelqu'un?» Mhm. Ça, c'est quelque chose, qui est aussi pas mal quand tu travailles tes aventures.
C'est, «Ah tiens, quelle importance ça peut avoir pour les médias, quel machin, quel machin». Mais, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut se questionner sur: «Est-ce que tu as envie de devenir quelqu'un?» Quel est ton ego dans ta recherche d'exploration? Quelle est ta place de ton ego? Et ce qui est tu ne vis jamais mieux tes aventures et tu n'es jamais meilleur que sur le terrain que lorsque ton ego n'est plus là. Là, c'est là où tu es le meilleur. C'est quand tu as réussi à chasser ton ego. Tu vois, moi, il y avait un peu d'ego dans, cette deuxième aventure qui était la descente du fleuve Hérault à la nage. Il y avait pas les tripes, il y avait un peu d'ego, il y avait tout ça, essayer de faire un truc un peu sportif, parler de moi dans les médias, machin. Bah, du coup, voilà. Et bah, c'est très bien. Et bah, ça, hop là, ça te fait redescendre de l'échelle. Allez, maintenant tu vas rester en bas et puis tu vas voir qu'en fait, en bas de l'échelle, c'est finalement mieux. Voilà. Il y a pareil, c'est dans Cyrano de Bergerac, tu as Cyrano qui dit, «Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul». Bah, voilà, c'est ça. C'est pas chercher à être grand, mais cherche à être toi et puis tu vas voir que tu es quelqu'un de super et ça va te suffire. J'allais justement te poser la question de la citation qui t'inspire. Bah, en voilà une, hein, on peut peut-être garder celle-là. Elle me plaît Ouais, ouais, beaucoup. bah, moi Elle me plaît moi, beaucoup. elle m'a beaucoup guidé, ouais. Ouais. Bah, tu nous en as déjà donné quelques autres que j'ai repérées là, elles sont dans mon oreille. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Un sujet qui te tient à cœur, que j'ai pas abordé? Ça aussi, c'est une super question, bravo. Heu, peut-être, quelle place donnes-tu à tes enfants dans la conception ou la préparation de tes voyages ou le choix de tes C'est celle voyages? que je n'ose jamais poser parce que je me dis: «Là, c'est sujet sensible et je ne suis Ouais, pas, je veux pas de oui, curiosité mal oui, placée». Mais c'est vrai qu'en tant que maman, je me pose toujours la question aussi. Mais oui. ils ont laissé un comment ils font pour les embarquer un peu là-dedans ou ouais. Alors, donc selon, les projets, donc là, déjà, moi, je sais que le paysage de la forme de mes aventures a changé depuis que j'ai des enfants. Je m'expose moins, je pars moins longtemps et cetera. Le voyageur de l'histoire fait notamment partie de cette stratégie, une Oui, tu expérience de m'aides. 15 jours en France. Voilà, très bien. Mais, heu, au-delà de ça, maintenant dans la manière on parlait du partage ou la manière d'être soi, la manière dont on va communiquer avec les médias, la place de l'ego et cetera. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que je vais léguer à mes enfants. C'est-à-dire, pour moi, le livre là, Anecdotes aventureuses, il est hyper important parce que ce que j'écris dedans, c'est ce que je pense, très profondément, mais des fois, c'est pas facile, de se tenir, tu sais, à une éthique personnelle et cetera. Mais là, maintenant, je suis piégé et je trouve ça super bien parce que ce que j'écris, c'est exactement ce que je pense et si jamais des fois j'ai du mal à faire ce que je dis, je me raccroche à ça en me disant: «Mais tu l'as écrit et tes gamins, plus tard, ils vont dire: "Dis donc papa, ah tu écris de belles choses, ah formidable, belle éthique et tout et pourquoi t'as pas fait ça?" «Ah ouais, mais moi c'était différent». «Ah ouais, c'est toujours différent pour les autres». Là, moi, je me l'interdis. Je me dis: «Mais je l'ai écrit, mais si je n'applique pas ce que je dis et qu'en plus j'y crois à 200, tu vois? Bah, Mmh. je vaux pas grand-chose vis-à-vis de mes enfants, tu vois? C'est le regard que j'ai vis-à-vis de mes enfants et c'est du coup quel impact a mon éducation là-dessus? Du coup, elle vaut rien, tu vois? Bah, tu dis plein de choses, mais ça vaut pas Ouais. grand-chose et ça, je m'y refuse. C'est que ce que je veux, c'est que mes gamins se disent que, papa nous donne en tout cas vraiment des outils pour qu'on soit juste heureux, en fait. Pas être, super intelligent, super créatif, musicien, tout ce que tu veux, les images parfaites qu'on peut vouloir se donner. C'est juste, essaye de trouver le chemin, ta trace à toi, ton individualité qui va te rendre heureux. La seule quête qui compte dans la vie, c'est la quête de son propre bonheur. Tant qu'elle ne détruit pas celle des autres, bien entendu. Mais et donc c'est pour ça et j'essaye maintenant, moi, de suivre ce chemin, c'est-à-dire de trouver mon bonheur et pour moi, c'est la plus belle éducation que je peux donner à mes gamins et donc mes explorations suivent ce fil rouge. Ramène à ça. Ouais, tout à fait. Extra, 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 extra. Et bah, du coup, bah, on va quand même te demander ton actualité, tes projets futurs, comme ça. Maintenant, je suis prête, ça va, on a un peu décompensé, sinon j'étais tellement bien D'accord. dans ce 13e siècle. Voilà, dis-moi un petit peu. Alors l'actualité, là, actuellement, on finit la post-production des 2 documentaires.
Voilà, l'exposition muséographique, elle est en devenir, là, elle est sur les prospections de musées et cetera. Il y a eu le soutien de la Cité d'histoire de Paris La Défense sur ce projet-là et Yes. là, je commence l'écriture donc toute fraîche du livre qui sera prêt donc le livre sera prêt pour 2026 Mhm. et les prochaines expéditions sur lesquelles je travaille actuellement, c'est le tout début. Je travaille avec un laboratoire pour tester des biocapteurs qui sont sur des vêtements à destination médicale et les tester dans 3 milieux, extrêmes différents de manière à pouvoir, vraiment les rendre, les plus résistants possibles. Donc en 2026, si tout va bien, une expédition de 15 jours dans un désert, en solitaire. 2027, expédition au nord de la Finlande, en solitaire pendant 15 jours aussi. Et dernière expédition 2028 avec 8 personnes. On n'a pas encore le protocole sur ces personnes-là. J'emmène 8 personnes pour tester aussi ces biocapteurs dans la forêt primaire néo-zélandaise. Comme ça, on est sur un terrain extrêmement humide. Sur 15 jours aussi, c'est la durée du protocole. Voilà ce qui s'annonce. Ouais. Ok, sympa, sympa. Tu as d'autres petits projets historiques aussi Alors, qui te titillent oui, à vrai dire, il y a 2 ans et demi de ça, 3 ans, j'ai démarché une très grosse boîte de production française avec le projet du Voyageur de l'Histoire et sa déclinaison avec 6 autres épisodes. Le Ah, néolithique, le 18e, le 17e et tout et donc j'ai beaucoup travaillé dessus et le milieu de la production audiovisuelle est un petit peu particulière et on nous dirons qu'il y a mhm. des fois quelques petits roublards. Et il y a eu une roublardise et du coup ça a un peu séché la suite. Donc je vais Mm. réfléchir, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. D'accord. Mais C'est un tu as milieu sur déjà... lequel il faut se protéger. Il y a des gens très bien, puis Mm. il y a des gens pas très bien du tout. Donc il faut savoir se protéger, ouais. Voilà. En tout À cas, voir, les rêves suite à dans voir. ta tête, enfin, je veux dire, ça t'a déjà fait beaucoup voyager dans ta tête. Oui, voilà et puis déjà, tu sais, toute l'exploitation du voyageur de l'histoire, le partage, les Ah oui, il y a interventions de quoi faire, pédagogiques, hein. déjà là, il va me Ça va faire être vivre pendant formidable. longtemps, au niveau de la passion, donc pour l'instant, ça va. Oui, c'est ça, c'est génial. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir ça dans un musée, Merci dans Anne une B. exposition, hein, vraiment. Eh bien, un énorme merci. Je vais d'abord dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Voilà, si, d'abord. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, hein, trouver tes livres, Alors, trouver il tes y a mon site conférences. azimutetcompagnie.fr et donc sur Mhm. Azimut et compagnie, il y a, un peu tout ça. Il y a mes livres, il y a des films qui, sont d'ailleurs en libre accès. Il y a, voilà, tout un tas de choses. Je suis aussi sur les réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn et voilà, donc au niveau professionnel, je marche pas mal avec LinkedIn, notamment pour les conférences, conférences en entreprise ou, milieu culturel, médiathèque, tout ça. Donc conférences, c'est vraiment sur ma partie plus, très professionnelle et après, et voilà. Donc l'actualité, c'est par ici. Génial. Un énorme merci, Willy. Je savais que Merci cet entretien beaucoup à serait toi, Mbé. chouette, mais il est juste formidable. Voilà. J'ai C'est gentil, c'est appris, gentil j'ai vibré, Génial, génial. et moi, je te remercie puisque on des fois, on n'explore pas 100 de sa propre aventure quand on nous a pas posé des questions, des fois, qui nous font réfléchir sur quelque chose auquel on s'est dit: «Ah mais oui, c'est vrai». Donc merci à toi parce que du coup, il y a eu, moi-même, j'ai pu revisiter, cette expérience, un peu différemment. Bah, super, c'est ce qu'on appelle un échange, mais ça, le plus beau Exactement. compliment que je puisse recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne B. Formidable voyage dans le temps, un joli bombe chronologique et culturel que nous a proposé ce voyageur de l'histoire. Je vous recommande également le livre de Willy Minec, Anecdotes aventureuses, sur ses précédentes aventures. L'écriture de Willy est très agréable. L'anti en matière dans ce livre m'a bien décontenancé puis vraiment fait beaucoup rire. Bien joué Willy. Souhaite-moi d'ailleurs d'autres invités aussi surprenants que toi. Ce fut un régal d'avoir cette discussion. N'hésitez pas à suivre Willy pour être au courant de l'expo en préparation. Willy, je compte sur toi pour me dire quand elle arrive dans le Nord. Dans l'épisode précédent, je proposais une recette pour poursuivre dans l'ambiance. Et bien ici, vous avez appris que pour faire comme au Moyen-Âge, mangez les restes de votre repas de la veille au petit déjeuner. Et sinon, je vous ai trouvé sur le site du musée de Cluny des recettes médiévales approuvées.
que je vous glisse dans les notes. Sinon, bien sûr, pourquoi ne pas vous plonger ou vous replonger dans le célébrissime Nom de la Rose, version livre ou version cinéma, si l'immersion médiévale vous a plu. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait vraiment un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation avec l'ONG Graines de Vie. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux, parle-en autour de toi, qu'on puisse continuer à planter des arbres avec les oreilles. Merci à AS Adventure pour son soutien continu à Storylific et un énorme merci à toi pour ton écoute. À bientôt.